En fait, c'est marrant parce que les champignons, c'est souvent lié au secret, en fait. On va utiliser soit de la paille, soit de la cire de bois, soit du carton. Et plus je partage d'informations, plus j'en reçois aussi en retour. En fait, la lumière, elle joue un rôle de déclencheur. Exactement. Ça, c'est situation numéro un, s'il a un jardin. Situation numéro 2, s'il n'a pas de Ouais. jardin. Mais donc aussi au jardin, il y a aussi d'autres techniques, hein. Récemment, j'ai décidé de me lancer dans la culture de champignons et j'ai voulu me procurer du mycélium sur cheville de bois pour inoculer des bûches. Je vous ai d'ailleurs raconté tout ça et bien plus dans la vidéo précédente. En passant commande, j'ai réalisé que l'entreprise était en fait tout près de chez moi et je leur ai demandé s'il serait possible de venir leur rendre une petite visite et leur poser quelques questions au passage. Parce qu'acheter du mycélium, c'est super, mais ça m'offre une autonomie en champignons assez relative et temporaire. Du coup, moi, je voulais savoir comment je pouvais me débrouiller toute seule avec du matos basique et sans devoir racheter du mycélium à chaque fois. Et je voulais poser ces questions au fondateur de l'entreprise chez qui j'achetais mon mycélium. Ouais, c'était un peu culotté. Mais le plus dingue, c'est qu'il a répondu à toutes mes questions avec le sourire et qu'il m'en a même appris beaucoup plus que je ne le demandais. Je vous laisse donc tout de suite avec Quentin pour découvrir la mycosphère et le monde mystérieux des champignons. C'est la première fois que je m'essaye à ce format, donc pardonnez les quelques problèmes techniques, je vous promets que le contenu en vaut vraiment la peine. Quentin, merci beaucoup de nous accueillir, enfin de m'accueillir ici chez vous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par te présenter et nous dire où nous sommes et ce que vous y faites? Ouais. Alors, moi, c'est Quentin. Donc, je suis dans la production de champignons depuis près de 10 ans maintenant. Et donc, j'ai lancé la mycosphère au début tout seul, et puis en fait, ça a évolué d'année en année. Donc, mon premier projet au départ, c'était plus pédagogique. C'était plutôt sous forme d'association. On faisait des ateliers, des formations autour de la culture de champignons. Et ça avait plus pour but de partager la passion que j'avais sur les champignons avec un ami. Et puis, on a développé plus. Moi, je suis plus parti sur la production de champignons frais pour les marchés, les restaurants, les magasins bio. Et ça, j'ai fait pendant 7-8 ans avant de me spécialiser plus en fait sur la partie production des mycéliums et des ballots, qui est la partie en fait plus technique, on va dire, de la culture des champignons. Et parce qu'en fait, parce qu'il y avait une demande là-dedans et qu'il y avait presque aucun laboratoire qui produisait des mycéliums à destination des particuliers ou des gens qui veulent cultiver des champignons chez eux. Tu disais tout à l'heure que la production du mycélium, etc., c'était un peu la partie geek de la production de champignons. Ouais. C'est ce qui, toi, te plaît le plus? Euh, En fait, j'aime tout. Non, mais c'est que après, il y en a qui vont cultiver des champignons parce qu'ils ont envie de produire des champignons chez eux. Et puis il y en a d'autres, par exemple, qui sont intéressés vraiment plus par l'aspect vraiment technique, reproduire du mycélium, et où la production de champignons est un peu accessoire parfois. Et donc en fait, il y a plein de gens qui sont intéressés par la culture de champignons pour des raisons un peu différentes. Mais c'est vrai que l'aspect plus technique, boîte de pétri, euh, euh, produire des mycéliums sur grain, tout ça, ça demande des conditions un peu plus techniques. Il faut stériliser, il faut travailler en conditions stériles. Et donc ça, à faire ça à la maison, c'est un peu plus, c'est faisable, c'est un peu plus complexe. Alors si on veut juste viser produire des champignons chez soi, on peut essayer soit de passer cette étape-là en achetant le mycélium, soit en utilisant des techniques un peu moins stériles pour le faire. J'ai justement cette question pour la suite, mais je vais commencer par le commencement. Euh, Sur notre chaîne, on s'adresse aux personnes et notamment aux familles qui veulent développer leur autonomie, notamment alimentaire. Et c'est pour ça que je voulais te poser des questions vraiment ciblées pour ces personnes-là. Euh, Toi, qu'est-ce que tu conseillerais comme mode de culture à quelqu'un qui veut faire pousser des champignons pour sa consommation, pour celle de sa famille, mais qui n'y connaît rien, qui ne souhaite pas devoir y passer trop de temps et qui cherche simplement une solution facile et productive pour développer son autonomie alimentaire? À cette personne-là, tu lui conseilles quoi? Ça dépend si elle habite à l'intérieur ou à l'extérieur. Exactement. Ça, c'est situation numéro un, s'il a un jardin. Situation numéro 2, s'il n'a pas de Ouais. jardin. À l'extérieur, on va dire, il y a principalement deux, trois modes, deux, trois techniques différentes.
Mais je pense que le plus facile et ce qui se rapproche le plus du fonctionnement naturel, c'est la culture sur bûche. Parce qu'en fait, la culture sur bûche, le bois, en fait, il convient vraiment parfaitement aux champignons. Et les champignons, d'ailleurs, c'est le seul organisme qui va pouvoir vraiment décomposer le bois. Dans le bois, on a de la lignine. La seule chose qui est capable de dégrader la lignine, c'est les champignons. Bon, il y a aussi le feu, si on le Ouais. brûle, par exemple. Mais le champignon, c'est vraiment son travail, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de pasteuriser comme on a pour la culture intérieure, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres micro-organismes qui sont capables de le faire. Alors, ce qu'on va devoir faire attention, c'est d'avoir un bois qui est coupé récemment. Pourquoi? Parce que sinon, il y a d'autres champignons justement indigènes qui vont s'occuper de le décomposer. Et en fait, notre travail à nous, ça va être de choisir le champignon qu'on va mettre dedans et de le faire avant un autre, quoi. Donc, on dit qu'on a généralement 3 mois quand on coupe une bûche pour l'ensemencer. Euh, Après, bah, au plus rapidement on le fait, au mieux c'est. Il y a certains bois comme les chênes, les châtaigniers, donc qui ont des tanins par exemple. Là, ça peut valoir la peine d'attendre 2 semaines avant de les ensemencer. Et donc généralement, on conseille plutôt des bois de feuillus. Alors chaque variété de champignons a un peu ses essences favorites, on va dire, mais souvent les champignons peuvent s'adapter à plusieurs types essences de bois différentes. Et tu disais, le champignon va venir occuper la bûche. Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque que deux champignons se fassent concurrence et soient présents en même temps sur une même bûche, ou bien c'est pas une chose qui est possible dans le milieu des champignons? Alors, c'est possible. Disons qu'en général, le champignon, il va coloniser son territoire et après, il va se défendre contre d'autres champignons qui vont venir. Maintenant, en même temps qu'il y a ça, en même temps qu'il y a d'office d'autres champignons, il y a d'office d'autres bactéries. Dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Après, ça arrive souvent, ça peut arriver que sur une bûche, il y a aussi un autre champignon. On parlait du tramètre, par exemple, où il y a d'autres variétés de champignons indigènes qui sont vraiment super rapides. Et donc, il peut y avoir sur une bûche deux champignons qui sont là et qui cohabitent, on va dire. Maintenant, ils ont chacune leur partie de la bûche, quoi. Et donc voilà, après il y a peu d'autres variétés par exemple qui ressemblent au pleurote ou au shiitake, donc il y a peu de risques de confusion, C'est ça. mais ça Au vaut moment quand de la même, récolte, ouais il c'est n'y a ça. pas beaucoup de risque de se retrouver à récolter un champignon toxique. Non, bah alors ça vaut quand même la peine de regarder à quoi ressemble une pleurote. C'est ça. On parlait tantôt des enoki, je pense qu'on avait parlé, ou ce qu'on appelle aussi les colibis à pieds veloutés, donc c'est un champignon qui fructifie en hiver. On peut avoir d'autres champignons comme les Ipholum par exemple qui ressemblent. Ça c'est une confusion possible. Donc ça vaut quand même la peine de regarder, mais une fois qu'on connaît le champignon, il y a peu de chances de se tromper, quoi. D'accord. Donc ça, c'est dans le cas où on a un jardin. Je suppose qu'on pas un jardin plein sud, ultra exposé. Il faut certaines conditions un peu propices à... Ouais, c'est ça. Ben, on va dire que l'ennemi principal du champignon, c'est la sécheresse. Parce que le mycélium, il a besoin d'humidité pour coloniser son substrat. Et après, pour fructifier, pour pousser, il a aussi besoin d'humidité, parce que c'est presque 90% d'eau. Donc on va le mettre à un endroit qui est naturellement humide, donc plutôt ombragé. Euh, si on n'a pas ça, si on n'a pas ça, ben, on peut aussi créer un environnement pour favoriser un peu ça. Donc peut-être le mettre à l'ombre, soit avec un voile d'ombrage, soit le recouvrir un petit peu avec des branchages ou autre, par exemple, de façon à limiter le dessèchement par le soleil et par le vent. Est-ce qu'il peut y avoir des situations trop ombragées? Il y a des fois Alors, trop d'ombre. il ne pousse pas dans le noir, il a besoin d'un peu de lumière. En fait, la plupart des champignons, ils poussent en sous-bois. Donc c'est ça, en fait, il faut essayer de reproduire ce Et dans milieu-là. une sapinière, ça fonctionne aussi. Ouais, c'est ça. Et on pense souvent que les champignons poussent dans le noir parce qu'on voit les champignons de Paris qui poussent dans les carrières, mais en fait, c'est vraiment une exception. Et même le champignon de Paris, à la base, il vient d'une variété qui pousse plutôt dans les champs et tout. Donc, des gens qui veulent faire pousser leurs champignons dans leur cave, c'est pas forcément une bonne solution parce que ça manquerait de lumière. Oui, sauf pour le champignon de Paris éventuellement. Mais les champignons de Paris, c'est assez compliqué à produire soi-même son substrat. Donc là, on achète un substrat, on achète un kit et on le fait pousser dans sa cave. Après, si dans la cave, il y a un petit soupirail, par exemple, avec un peu de lumière, on dit de quoi savoir lire, c'est suffisant. Donc il ne faut pas non plus beaucoup de lumière.
En fait, la lumière, elle joue un rôle de déclencheur parce que le champignon, il ne fait pas de photosynthèse comme la plante, mais ça lui indique en fait que, il arrive à la sortie, par exemple, de la branche ou bien à la surface du sol. Et donc là, il peut se mettre à produire ses fruits. Ok, donc ça, c'est si on a un jardin. Si maintenant, il y a des gens qui regardent la vidéo et qui n'ont pas de jardin, qui ont très envie de faire pousser des champignons, quelle est la méthode la plus facile pour cultiver des champignons quand on est en appart, par exemple? Euh, Mais donc aussi au jardin, il y a aussi d'autres techniques, hein. D'accord. Vas-y, continue. Donc, ça c'est pour les champignons qu'on dit linicoles. Donc linicole, ça veut dire qu'ils digèrent le bois. Après, on a d'autres champignons qui vont plutôt digérer les paillages. Et donc ça va être des champignons plus de litière, comme les strophères par exemple, les pieds bleus, les coprins. Donc ça, c'est des champignons qui poussent naturellement au niveau du sol en fait. Et donc c'est des champignons qu'on peut aussi cultiver en ensemençant justement des paillages par exemple. Et donc ça peut être au potager et ça peut se combiner avec certaines cultures comme la culture des courges par exemple. Parce que les courges, elles vont faire des grandes feuilles qui vont créer un milieu assez propice aux champignons en fait. Ok. Donc le strophère, c'est un super champignon de- au potager. D'ailleurs, stro, ça veut dire paille en fait. Ah oui, oui, Donc c'est vraiment le champignon de paille, quoi. d'accord. Mais donc ça, on peut favoriser on peut ensemencer des endroits avec du mycélium. Et puis après, si on en a naturellement qui poussent, ben aussi il y a des techniques assez simples, ancestrales d'encourager leur reproduction. Par exemple, en mettant les pieds de champignons aux endroits où on veut qu'ils apparaissent. Les spores, les coprins chevelus, ben, ils vont faire une sorte de liquide noir. Ça, c'est un concentré avec des millions de spores en fait. Ok. Donc on peut le mettre dans un arrosoir et après aller répandre ça un peu partout. Et après, ça veut pas dire que ça va forcément pousser, mais si le terrain est propice à ça, ben, c'est vraiment, ça aide, quoi. Question pour mon compagnon qui s'occupe du potager et qui va un peu flipper en me voyant arroser des champignons dans son potager. Ça pourrait venir faire concurrence aux légumes du potager ou bien les Non, pas conditions de du l'un tout. et de l'autre font que ils sont pas En en fait, concurrence. ça va vraiment aider parce que naturellement, toutes ces matières-là, elles vont être décomposées par des champignons. Et d'ailleurs, le champignon, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va décomposer la matière morte, les matières organiques, pour les rendre assimilables par les plantes. C'est vraiment ça leur travail. Et donc, justement, en fait, ça va rendre accessible aux plantes plein de choses. Et donc, ça va aider les plantes à se nourrir du sol, quoi. Ça va leur prémâcher le travail plutôt que leur absorber les choses Ouais, c'est à ça. l'intérieur. Et alors, même dans certains cas, il y a certaines. Par exemple, le paillage, les copeaux de bois, ça peut créer ce qu'on appelle une faim d'azote. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des micro-organismes, et là c'est en particulier les bactéries qui vont commencer à se nourrir des sucres des copeaux de bois. Et pour ça, en fait, elles vont avoir besoin d'azote, elles vont capter l'azote du sol. En mettant les champignons, c'est les champignons qui vont prendre en premier lieu cette place-là. Et donc les champignons ne vont pas avoir autant besoin d'azote que les bactéries, donc ça limite justement la faim d'azote en fait. Ils seront moins gourmands du coup. Ouais. Et bon voilà, là on parle des champignons en fait qui décomposent les matières mortes, c'est une famille de champignons. Il y a les champignons symbiotiques, ça c'est des champignons qu'on ne cultive pas, mais qui ont un rôle super important en fait justement parce qu'eux ils vont créer des connexions avec la plante et lui apporter une série de choses avec des ressources, du phosphore et autres du sol. Ils vont étendre le réseau racinaire, ils vont renforcer le système immunitaire de la plante, l'aider à résister au stress, aux maladies, au stress hydrique et autres. Donc ça a plein de vertus. Et là, on commence seulement à en prendre conscience dans l'agriculture, par exemple. Mais en fait, 90% des plantes sont connectées naturellement aux champignons. Et avoir la vision d'une plante qui est toute seule, en fait, ça n'existe pas. La plante, c'est toujours une communion Connexion. d'êtres vivants. En fait. Et ça, vous pouvez aussi être de bons conseils pour les personnes qui souhaiteraient ensemencer leur jardin pour aider leur potager. Est-ce qu'ils peuvent aussi vous contacter, vous dire est-ce que vous auriez de quoi Bah, peupler mon jardin à avec ce des champignons? niveau-là, les champignons symbiotiques, par exemple, nous, on ne les fait pas. On est plus spécialisé dans les champignons de culture, donc on peut proposer du mycélium de strophère, pieds bleus et Ok. autres. Après, au niveau des conseils, ben, il y a certaines techniques, tout ce qui est plutôt permaculture, agroécologie, c'est des techniques qui vont plutôt favoriser la présence des champignons. Donc ça va être ajouter de la matière organique dans le sol, éviter de retourner le sol trop profondément. Euh, voilà, différentes Ok. techniques comme ça en fait qui. Ça va.
Est-ce qu'il y avait d'autres techniques appropriées pour les personnes qui ont un jardin? Tu as parlé des bûches, la culture sur paille entre Voilà, c'est ça. Ça, c'est les deux principales. Après, on peut aussi utiliser des ballots comme nous, on utilise en intérieur. On peut aussi les faire pousser une partie du temps à l'extérieur. On a aussi la culture des morilles qui est assez expérimentale, mais c'est quelque chose qui se développe pas mal ces dernières années. Et donc là, on a des retours d'expérience qui commencent à être vraiment positifs là-dessus. et qui se déroulent comment? Alors, les morilles, ce qu'il y a, c'est qu'elles ont besoin d'un sol, au niveau du sol, d'un pH un peu particulier. Et donc, soit on a ce sol naturellement, et là, c'est l'idéal. Sinon, on va devoir ajuster le pH avec de la cendre ou de la chaux, par exemple. Et c'est un semis qui se fait au début de l'hiver, en fait, entre octobre et décembre. Et après, les récoltes, c'est vraiment maintenant, c'est mars, avril, quoi. Donc là, pour le coup, tu parles d'un sol, c'est vraiment la culture en terre. Alors, Ouais, c'est la terre qui sert de substrat. ouais, c'est ça. Ok. Donc, le champignon, il ne va pas se nourrir de la terre en soi, il ne va pas se nourrir de l'argile, mais plutôt des matières organiques qui se trouvent dans le sol. Alors, souvent, c'est une culture qui se fait plus sous abri, parce que sous abri, on va pouvoir garantir une humidité un peu plus constante, qui est moins de vent, moins de soleil, parce que c'est ça un peu ce que le champignon craint, quoi. J'avais vu qu'il était aussi possible d'utiliser les souches pour les Ouais, inoculer comme des rondins. ouais, c'est ça, tout à fait. L'avantage de la souche, en fait, c'est qu'il y a une quantité de bois qui se trouve dans le sol. Et donc, une souche, ça peut produire sur une période de 5 à 10 ans, en fait. Et l'avantage, c'est que le champignon, il va pouvoir capter par capillarité toute l'eau du sol. Donc, il va peu craindre la sécheresse. La période importante, ça va être au début, en fait, quand on va ensemencer les souches, de pouvoir garantir que la souche reste humide les premières semaines, le temps que le mycélium il passe dans le bois. Une fois qu'il est dans le bois, après, il est là pour longtemps, quoi. Et du coup, j'imagine qu'on va aussi aider la souche à se désintégrer Ouais, et à disparaître plus vite que si on l'avait laissé sans rien. après, ça dépend de la taille de la souche et ça dépend de l'essence. Parce que si on a un bois très dur, elle durera plus longtemps, mais on aura des Ok. champignons sur plus longtemps aussi, en fait. Il faut voir sur notre site, on a une série pour chaque essence d'arbre, on a une série de champignons. Mais le pleurote, ça peut le faire. En fait, typiquement, le shiitake, il est cultivé sur chêne, mais pas trop sur souche, parce qu'en fait, il va plutôt se nourrir de l'aubier, donc la partie extérieure. Et l'intérieur du bois, ça va être d'autres variétés, donc ça pourrait être le pleurote, par exemple. Et donc, ce que je ferais, ce serait que je mettrais plutôt du mycélium sur sciure, parce qu'en fait, le mycélium sur sciure, il va recouvrir l'ensemble de la souche. Je vais devoir faire une pause pour le camion. Bon, pendant que Quentin s'occupe de décharger son camion, j'en profite pour vous partager la visite à laquelle j'ai eu droit avant l'interview. Venez découvrir avec moi les locaux de la Mycosphère. Alors donc nous on utilise un substrat sur base de pellets. Donc ici on a des pellets de bois et c'est pas n'importe quel bois, c'est du bois de feuillu, du bois de hêtre ici. Et on a la garantie que ces pellets ne contiennent pas de colle ou autre. Et donc pour nous c'est super pratique parce qu'en fait on est sûr d'avoir la bonne essence de bois. Et c'est un substrat qui est très propre, donc il y a peu de risque d'avoir des moisissures, des bactéries là-dessus. Donc ça c'est le substrat qu'on utilise pour produire nos champignons en intérieur. Ok. Ces substrats-là, en fait, nous on va ajouter la bonne quantité d'eau parce que les champignons, ils ont besoin d'eau, c'est à peu près 90% d'eau. Les champignons, et donc ils vont pomper l'eau du substrat. Et donc on met la bonne quantité d'eau, donc on est à 60-65% d'humidité dans le substrat. Et après ces substrats, on va les pasteuriser dans des cuves de pasteurisation. Ok. Donc là, nous on les chauffe à la vapeur en fait. Et après on a un laboratoire. Donc c'est pas du bête pellet de chauffage, quoi. Non, mais parce que le pellet de chauffage, en général, il y a du résineux dedans. Les résineux, c'est pas idéal parce que ça contient des antifongiques en fait naturels, et donc c'est d'autres variétés de champignons qui s'attaquent aux résineux en général. Et donc ça pourrait faire concurrence à ceux qu'on inocule ou bien c'est juste Euh, pas du tout les mêmes C'est juste que la plupart des champignons ne vont pas bien digérer le résineux, ou ils ne sauront même pas se mettre dessus, quoi.
Et puis aussi, dans le bois de chauffage, les pellets de chauffage, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de colle ou d'autres résidus parfois. Et donc ici, vu qu'on est certifié en bio, on a ça et on est sûr que ça fonctionne. Après, on utilise aussi des pellets de paille. Donc on ne travaille qu'avec des pellets. En fait, c'est surtout une question de facilité. Mais c'est aussi que, en fait, vu que c'est déjà très propre, on a moins de pertes de maladies et tout ça avec ça. Et en fait, ça prend 4 fois moins de place que si on devait prendre de la paille ou de la sciure. Donc vu qu'on a un espace restreint, ça nous permet sur cet espace de stocker plus et d'être plus autonome. Du coup, en fait, là, c'est la partie production des mycéliums sur grains. Ouais. Et donc, on a des grains qu'on a hydratés, humidifiés toute la nuit. Et après, là, on les met en sac, en fait. Donc, c'est des sacs spéciaux pour la culture des champignons parce qu'il y a un filtre, en fait, qui permet au mycélium de respirer et qui empêche justement les bactéries et autres de rentrer. Et en fait, la partie production des mycéliums sur grains, c'est vraiment une des parties les plus délicates. Parce que là, il y a plus de risques d'avoir des bactéries. Donc là, on doit travailler en conditions plus stériles. C'est pour ça qu'on a un laboratoire et nous, notre spécialité, elle est plus là-dedans maintenant. Oui, j'ai vu qu'il était question de stériliser pendant plusieurs heures à l'autoclave. Ouais, c'est ça. Et donc ces grains-là, en fait, on les stérilise 2 heures à l'autoclave. Et après, on les ensemence avec des boîtes de pétri. Oui, j'ai vu avec des gels, etc. Enfin, j'ai un petit peu creusé la question pour voir à quel point c'était réalisable par un particulier. Mais Alors, en fait, c'est faisable. Après, parce que en fait, nous, on a une bonne partie de particuliers qui nous commandent. On a à peu près 3 quarts de nos clients, c'est des particuliers. On a aussi des écoles et autres, mais il faut voir à quel point on est geek de la mycologie ou pas. Parce que c'est vrai que ça, c'est la partie la plus complexe. Mais donc, je expliquerai un peu après. Il y a d'autres façons de faire un peu plus simples que ça. Je peux te montrer la salle d'incubation si tu veux. Alors, je vais fermer pour la chaleur. Et donc ici, tu vois, on a un substrat avec notre sciure de bois. Donc ça a été pasteurisé et on l'a ensemencé. On l'a ensemencé il y a peut-être 3-4 jours et on voit le mycélium qui est en train de se répandre. Donc ça, c'est le tout début. En fait, oui, c'est ça. Donc une fois que le sac, on l'a pasteurisé, on attend qu'il refroidisse. Après, on va l'ensemencer avec notre mycélium sur grain. Donc avec un sac comme ça, on va par exemple faire environ une dizaine de grands sacs. Ah oui, d'accord. Et donc le mycélium, en fait, il se répand. Il se répand sur son substrat et à chaque fois, on peut prendre en gros une partie de substrat pour en ensemencer d'autres. Ça, c'est le concept. Et puis, donc voilà, là, les sacs, en fonction des variétés, ils vont rester, je dirais, entre 2-3 semaines et jusqu'à 3 mois dans cette salle-ci. Ici, il fait environ 20 degrés et en fait, la chaleur, là, c'est les champignons qui produisent la chaleur. Ah, le local n'est pas chauffé. Ouais, il n'est pas chauffé. Et d'ailleurs, notre problème, c'est plutôt quand il fait chaud, c'est de devoir refroidir, donc on aère pas mal. Mais donc, ouais, comme la plupart des êtres vivants, ils produisent la chaleur. Ouais. Ah oui, il fait vraiment bien chaud. Ouais. Donc là, on a différentes variétés. Là, on a les reishi, par exemple. Les reishi, c'est un super champignon vraiment médicinal. Je dis médicinal, enfin vraiment médicinal parce que c'est pas un champignon qu'on va consommer, qu'on va faire poêler. Il est très fibreux. Et donc, on le consomme plutôt sous forme d'infusion en tisane ou en teinture mère, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qu'on cultive comme un médicament, alors? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, chaque champignon, il y a des molécules qu'on va retrouver dans la plupart des champignons, comme les bêta-glucanes, par exemple, et qui vont avoir tendance à renforcer le système immunitaire. Donc, ça, on en a dans les reishi, mais aussi les pleurotes, les shiitake, un peu les champignons de Paris, même si ceux-là, c'est parmi les moins intéressants au niveau médicinal. Et après, chaque champignon va avoir des vertus un peu plus spécifiques. Et notamment, le reishi, ça va être un champignon adaptogène. Il va calmer, apaiser les inflammations, par exemple. Et au niveau du système immunitaire, très bon, antioxydant aussi. Nous, on vend soit les ballots si les gens veulent les faire chez eux. Après, on vend aussi les champignons séchés si les gens veulent faire leur propre teinture mère, par exemple.
Et puis là, on travaille avec un laboratoire en fait, qui fabrique les extractions pour nous. Parce qu'en fait, là, la médecine par les champignons, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Mais actuellement, tous les champignons, enfin, peut-être 9%, sont importés de Chine. Et donc, la traçabilité, la transparence, c'est pas l'idéal. Et donc, je pense que, vu que c'est quelque chose qu'on sait produire ici, bah, nous, c'est quelque chose sur lequel on va travailler prochainement, quoi. Mais typiquement, le lion's mane que je vais te montrer après, c'est un champignon qui est assez à la mode en ce moment, mais aussi parce qu'il y a des études derrière qui démontrent pas mal de choses. Et donc, il agit notamment sur la mémoire, mais je pense que la chose la plus intéressante avec ce champignon-là, c'est ce qu'on appelle le facteur NGF, donc c'est la croissance des cellules nerveuses en fait. Donc il va encourager la croissance et la régénération des cellules nerveuses. Et donc ça c'est intéressant pour ce qui est prévention des maladies neurodégénératives, mais aussi accompagnement d'autres maladies, quoi. Mais alors le reishi, c'est aussi un champignon qui est... le mycélium est très dur en fait, hein. Et donc c'est un mycélium qui est utilisé pour ce qu'on appelle les mycomatériaux, donc les matériaux à base de mycélium. Et donc c'est souvent avec cette variété-là qu'on fabrique ces objets-là. Donc ça peut être utilisé pour l'isolation, parce que c'est un matériau qui est assez isolant. Et quoi, produire des panneaux d'isolation Ouais, c'est ça par exemple. Ouais, ouais. Un panneau d'isolation fait avec du mycélium, ça ne provoque pas des moisissures? Non, parce qu'en fait le mycélium, après on va le sécher. Ok. Et donc le mycélium à ce moment-là, une fois qu'il sera sec, ben, il sera inerte, on va dire. Après, ça reste un biomatériau comme, je ne sais pas, de la laine de bois, de la laine de chanvre ou autre. Et donc, si on le stocke dans des conditions avec de l'humidité et autres, ben, ça risque de... Mais donc, dans des bonnes conditions, c'est un bon isolant. Et après, il est aussi au niveau utilisé, par exemple, pour remplacer le polystyrène ou ce genre de choses. En fait, on peut lui donner une certaine forme. Et donc, il peut être utilisé pour remplacer des matériaux à base de pétrole ou autres qui sont pas... Et donc, quand on voit des éléments de mobilier qui sont faits à base de mycélium de champignons, c'est le reishi? C'est souvent le reishi, ouais. Okay. On a aussi le trametes, c'est aussi un champignon médicinal. Et donc, ils font partie tous les deux de la famille des polypores. Et donc, ils ont la particularité d'être très durs, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on les utilise, ces variétés-là. Après, on peut utiliser d'autres variétés comme les pleurotes et autres. Mais ils n'auront pas la solidité des polypores, quoi. Et alors, oui, d'ailleurs, ici, c'est un projet plutôt artistique, mais on travaille, il y a le festival des jardins de Chaumont, à Chaumont-sur-Loire, en France. Et là, pour ce projet-là, on fabrique un serpent en mycélium, un gros serpent de 30 mètres de long. Et donc, nous, on s'occupe de fabriquer les écailles en mycélium, en fait. Et donc là, on a fabriqué 3500 écailles. Et là, ça va partir. Et donc, d'ici 2 semaines, normalement, le serpent sera mis en place. Les écailles, c'est ce qui ressemble à des grosses crêpes, là. Ouais, c'est ça, en fait. Ici, donc, on est parti sur un matériau. Ici, on est parti sur un matériau qui était déjà formé à base de chanvre. Et on l'a fait coloniser par du mycélium de pleurote, en fait. Et je peux te montrer la salle de fructification. Et donc, une fois que les ballots ils ont terminé leur étape dans la salle de colonisation, on les amène ici, sur cette étagère-là. Et ici, par exemple, on a ce champignon-là, le lion's mane, c'est un de ceux qu'on produit le plus en ce moment. Et donc, c'est un champignon à hydne, en fait. Il ne forme pas des petites lamelles comme les pleurotes, mais des aiguillons. Et c'est sur ces aiguillons-là qu'il va produire ses spores. Donc, les spores, c'est les semences des champignons. Et voilà, sur un ballot comme ça, nous, on fait en général 3 récoltes. Après, il y a même moyen d'en faire plus, 4, 5, 6, 7. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque récolte, en fait, le champignon, il prend une partie des nutriments dans le ballot. Et donc, les nutriments finissent par s'épuiser. Donc, il produit de moins en moins, en fait. Et lui, il a un intérêt gustatif ou bien c'est uniquement de nouveau... Ouais, c'est un bon champignon au niveau gustatif. Et en fait, il a une texture assez intéressante, assez viandeuse. Ah oui, et donc, on peut l'utiliser, par exemple, pour faire des steaks végétariens, véganes. Donc, on va le couper en grosses lamelles de 1 cm et après les faire poêler. Ce qui donne un bon résultat, en général, c'est vraiment de l'écraser dans la poêle et de le cuire de chaque côté comme ça. On peut le faire mariner aussi.
Et donc voilà, il y a un taux de protéines assez intéressant. Et au niveau de la saveur, on est sur une saveur assez iodée, assez marin. Donc, donc voilà, c'est un bon champignon. Après, l'intérêt principal, c'est au niveau justement médicinal, quoi. Et on ne le perd pas trop avec la cuisson ou bien? Non, les molécules, elles ne sont pas détruites. Après, peut-être que si on le fait frire justement à haute température, je pense qu'il faut essayer de ne pas monter trop haut, mais à 90 degrés, il n'y a pas de souci. Et en fait, d'ailleurs, à ce sujet-là, la plupart des champignons, ils ont besoin d'être cuits pour être vraiment digestes. Parce que les parois des cellules des champignons, c'est fait de chitine. Et ça, c'est ce qui compose aussi la paroi de certains crustacés, par exemple. C'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à digérer. Et donc, la plupart des bénéfices du champignon, ils sont emprisonnés dans cette chitine. Et ça, elle est dégradée à la cuisson. Donc, soit on le fait cuire à la vapeur ou autre, mais donc là, on va pouvoir vraiment mieux le digérer. Sinon, en fait, on n'assimile pas grand-chose du champignon. Essayer de manger un champignon cru en se disant qu'on absorbera mieux ce qu'il contient, c'est... Ouais, c'est faux, il vaut mieux le cuire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de champignons qui présentent une légère toxicité, voire une forte toxicité s'ils ne sont pas cuits. Mais donc, de façon générale, c'est un aliment qui vaut mieux cuire, même si ce n'est pas le cas par exemple pour les plantes. Il y a beaucoup de plantes où on va tirer plus de vitamines. Pour les champignons, ce qu'on tire, c'est pas vraiment... enfin, ça va être notamment des bêta-glucanes, des terpènes et autres qui ne vont pas se dégrader à la cuisson. Et donc le reishi, c'est ce champignon qui ressemble à un corail en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on a plusieurs variétés de reishi. Donc, tu as la variété que tu as vue dans la salle là. Et puis ici, on en a un autre. Ça, c'est le reishi plus classique. Donc, c'est le Ganoderma lucidum. Et c'est un champignon qu'on peut retrouver aussi par chez nous, en fait. Un polypore. Après, dans les forêts, il va plus avoir tendance à pousser en demi-lune, en fait. Donc, il n'aura pas forcément cet aspect-là. Et c'est un champignon qui est médicinal, mais en même temps, esthétiquement, c'est assez sympa aussi. Hein. Et là c'est un vrai, on dirait que c'est un... Non, là, c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai. Mhm. Donc là-bas c'est l'emballage. Ouais, là, on est en train d'emballer les écailles là, qui vont partir. Et puis, c'est là qu'on prépare tous les colis, en fait, aussi. Ouais. Mhm. Et en parlant de colis, j'en profite pour vous informer qu'avec le code LNA10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur toutes vos commandes de mycélium chez la Mycosphère. Personnellement, j'ai actuellement 5 ballots en train de pousser dans ma douche et c'est absolument magique à voir. Allez, le camion est déchargé, on va pouvoir reprendre notre interview et poser les questions les plus délicates. Donc, tu as parlé de la culture en rondin, sur paille, l'aide au potager, les souches, Les morilles. les morilles. Ouais, je pense que pour ceux qui ont envie de se Ouais, lancer au jardin, il y a largement de quoi. Bon, et maintenant, ça c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de jardin, Ouais. quelle est la méthode la plus facile, accessible à monsieur tout le monde qui n'a jamais cultivé de champignons et qui veut juste faire un premier pas dans cet univers-là? Donc, si on cultive à l'intérieur, on va cultiver sur un substrat. Le substrat, c'est la nourriture du champignon. Et donc, ça sera généralement de la paille ou de la sciure de bois. Les champignons qui sont les plus faciles à cultiver à l'intérieur, c'est les pleurotes, les champignons de Paris. Maintenant, les champignons de Paris, c'est facile d'acheter un kit et de le faire pousser. C'est plus difficile de faire soi-même son kit, son propre ballot. Les pleurotes, on peut plus facilement le faire parce qu'elles s'adaptent en fait à une large gamme de substrats. Ça veut dire qu'elles sont capables de décomposer à la fois de la paille, du marc de café, des copeaux, de la sciure de bois. Et donc soit on achète un ballot qui est déjà prêt à pousser. Alors là, on a déjà fait une bonne partie du travail, il n'y a plus qu'à faire une entaille et maintenir humide. Après, si on veut fabriquer soi-même son ballot, le pleurote, on peut le cultiver sur paille ou sur sciure de bois. Mais je pense que sur paille, c'est le plus simple. Et donc voilà, soit nous, on a des pellets de paille, par exemple. Mais après, sinon, c'est possible aussi d'utiliser simplement des ballots de paille qu'on récupère chez le fermier voisin. La paille, elle va être pasteurisée.
parce que dans la paille, en fait, il y a plein d'autres moisissures, bactéries qui risquent de prendre le dessus parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que notre pleurote. Et donc pasteuriser, on a deux options. Ça va être soit à la chaleur, c'est-à-dire qu'on va mettre notre paille dans de l'eau chaude pendant 30 minutes environ, Ok. 70-80 degrés, 30 minutes. Après, on égoutte et on mélange avec le mycélium. Après ça, on va mettre dans un récipient. Ça peut être soit un sac, généralement on utilise le plastique. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on a besoin de maintenir l'humidité dans le substrat et on a besoin d'éviter en fait que d'autres insectes ou bactéries viennent. Maintenant, ça peut être aussi un récipient de récupération, ça peut être un seau, ça peut être Ça pourrait être même un un... Tupperware en plastique que l'on Ouais, par ferme. exemple, ouais. Euh, Par contre, il doit être quand même, il doit y avoir une ouverture Ok, parce que le mycélium, ben, il a besoin de respirer, d'accord. il a besoin d'oxygène en fait. Et donc l'ouverture, ben, soit c'est un sac qui est prévu pour, soit on peut mettre par exemple un bouchon de ouate, ou bien simplement pour les pleurotes, parfois on fait des petits trous tout petits avec une foreuse, un clou ou autre, et ça suffit pour Ok. créer un petit apport d'air. Et donc pasteurisation à la chaleur, on a aussi une pasteurisation à la chaux. Donc la chaux calcaire. Mhm. Et la chaux, en fait, ça va monter le pH, ça va basifier fortement. D'accord. Et un milieu qui est très basique, en fait, les moisissures et bactéries ont du mal à se développer là-dedans. Par contre, le mycélium de pleurote, lui, il s'adapte très bien, Ok. très facilement à ça. Et donc là, ben, on va mettre notre paille dans un tonneau, un grand seau, une bassine, avec de l'eau, de la chaux. On compte environ une tasse de chaux pour un tonneau de 200 litres, par exemple. Ok. Un tonneau de 200 litres, on sait mettre un ballot de paille dedans. Ok. Donc ça, c'est le plus simple pour commencer et faire simplement des pleurotes chez soi. Après, si c'est dans un appartement, ben, la paille, c'est pas toujours facile à utiliser. Dans Et donc, l'ascenseur, c'est pas top. ouais, c'est ça. Les voisins râlent. On peut utiliser soit un ballot prêt à pousser, soit nous, notre pellet de paille, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà pré-pasteurisés. D'accord. Parce que quand c'est mis en pellet, c'est tellement compressé, la compression crée une montée en chaleur et ça fait que c'est déjà très propre. Ok. Et donc là, en fait, il suffit de mélanger nos pellets avec la bonne quantité d'eau, mettre le mycélium dedans, et là, on voit le mycélium qui va coloniser le substrat. Ça va prendre en général 2 semaines pour le pleurote. Ok. Et donc, une fois que le substrat sera blanc, colonisé, on verra le mycélium partout, on pourra faire une ouverture, ou si c'est un Tupperware, on va pouvoir ouvrir le dessus, par exemple, pour permettre aux champignons de sortir. Ok. Et là, ben, il faudra maintenir humide, parce que quand le champignon pousse, il a besoin d'humidité pour pouvoir bien se développer. Et quoi, on vient pulvériser avec un petit brumisateur Oui, c'est ou... ça peut être avec un petit spray, un petit brumisateur, ça peut être aussi mettre un fond d'eau, une assiette avec un fond d'eau, par exemple. On peut aussi mettre un essuie humide au-dessus et maintenir l'essuie humide, et donc ça va maintenir une humidité un peu D'accord. constante autour Ah, du et ballot, limite avec un bord de l'essuie dans un verre d'eau qui par exemple. fonctionnerait par Ouais, c'est ça. capillarité ou Ouais. quoi. Ok. Et dans une pièce plutôt qu'une autre? Ou c'est un peu... Alors, ben, ils auront besoin. Alors, quand le mycélium colonise le substrat, il n'a pas besoin de lumière. Il D'accord. peut y avoir un peu de lumière, c'est pas grave. Mais par contre, pour pousser, il a besoin d'un peu de lumière. Pas grand-chose. Il faut éviter le soleil direct parce que ça vient l'assécher. Mhm. Mais après, autant le mettre dans un endroit où on le voit parce que c'est assez chouette à voir pousser. Et puis sinon, bah, si on a un garage, une cave avec un peu de lumière, ça Mhm. peut aussi le faire. Ok. Plus il fait froid, plus ça va prendre du temps. Mais c'est préférable d'avoir un endroit plutôt frais que D'accord. trop chaud. Ok. Que ce soit pour la culture en bûche, en ballot de paille, enfin, en fait, quel que soit le substrat, se pose toujours la question du mycélium. Et c'est pour ça que vous produisez du mycélium, parce que c'est, de ce que j'ai compris, la partie la plus difficile à produire correctement. Mhm. Et du coup, nous, là où on bute un petit peu, c'est que ça nous offre une autonomie toute relative. Une fois les 5 ou 10 ans de production de nos rondins, par exemple, ou de nos souches, comment dire, le substrat ou le mycélium arrive à péremption, enfin, il a donné tout ce qu'il avait à donner lors de sa période de fructification. Est-ce qu'il y a un moyen de relancer le processus à partir de ce qu'on a, ou bien est-ce qu'il faut recommencer à zéro avec un nouveau mycélium ou avec à partir des champignons? Bah, en Est-ce qu'il y a fait, moyen d'entretenir il y a ce des cycle? choses qui sont plus faciles que d'autres. Le mycélium, en fait, il peut se trouver sur différents substrats. Typiquement, on utilise du mycélium sur grains, sur céréales.
parce qu'en fait, les céréales, c'est très riche en sucre, Mhm. et donc ça va donner beaucoup d'énergie au mycélium et il va être très vigoureux après. Par contre, là où c'est compliqué, c'est que les grains, c'est aussi une super nourriture pour toutes les bactéries et les moisissures qui ont un cycle de vie beaucoup plus rapide, en fait. Et donc, ça veut dire qu'on est en concurrence avec plein de micro-organismes invisibles, et c'est là où ça devient compliqué si on ne travaille pas en conditions stériles. Mais donc, quand on travaille chez soi, je pense que le plus facile, c'est de travailler avec des substrats qui sont plus sélectifs, donc moins riches en sucre. Mhm. Sélectif, ça veut dire qu'il y aura moins de chances d'avoir des bactéries, et donc, on va utiliser soit de la paille, soit de la cire de bois, soit du carton. D'accord. Le carton, c'est un super matériau parce qu'il n'y a presque rien qui se développe sur du carton. Par contre, le mycélium, il peut le digérer. Ok. Et pour ça, on va utiliser plutôt du carton ondulé, des caisses en carton par Mhm. exemple. On le trempe 30 secondes dans l'eau, c'est suffisant. Et pour le pleurote, ce qui fonctionne assez bien, en fait, c'est de... Donc on attend que le carton refroidisse, hein, parce qu'au-delà de 40 degrés, le champignon il meurt. Ok. Et on découpe des lamelles du pleurote. Donc on le Mhm. déchire et on le met dans le carton et on va faire un petit rouleau de carton. On fait une série de petits rouleaux comme ça. Ces rouleaux, on peut les mettre dans un Tupperware, une caisse qui va maintenir un peu fermée. Et ça va prendre en général 1 à 2 semaines à ce que le mycélium se développe depuis le champignon sur le carton. Ok. Et donc là, tu te retrouves avec un rouleau de carton tout blanchi de mycélium, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, donc, le champignon, il a deux modes, deux façons pour se reproduire. Soit par les spores, Mhm. mais c'est assez compliqué de repartir des spores parce que c'est invisible, c'est de la poussière. Mm. Soit c'est par reproduction asexuée. On dit, donc c'est les mycéliums en fait qui se répandent et on prend une partie de mycélium pour ensemencer d'autres parties comme ça. Et en fait, le champignon en soi, il est composé de mycélium. Donc à l'intérieur du pleurote, c'est du mycélium, et donc Ok. quand on déchire un morceau de champignon, il est capable de repartir de n'importe quel morceau en fait de son corps. Il peut Excellent. repartir et refaire tout son cycle. Et, euh, et donc voilà, pour le pleurote, c'est assez accessible. Alors, on a notre rouleau de carton qui est colonisé par le mycélium de pleurote. Et on peut prendre les plus belles parties du carton qu'on va découper, par exemple, avec un ciseau, et on va mettre ça sur des nouveaux cartons. Et comme ça, on peut faire après des lasagnes, des tranches, et accumuler en fait du carton. Le carton, c'est pas un bon substrat. Et Mhm. d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas prendre des cartons avec des encres et tout ça, parce Ouais. que c'est pas l'idéal. Mais c'est vraiment un moyen d'étendre son mycélium, quoi. Mhm. Et après ça va servir à ensemencer de la paille ou de la sciure de bois, par exemple. Ok. Ou des tourillons si on veut les mettre en Ouais, fin c'est ça, classique. par Ok. exemple. Ouais, c'est ça. Alors, les tourillons, les chevilles, Mhm. ce qu'on va faire, c'est que généralement, on les fait tremper dans l'eau pour vraiment bien les hydrater. Mais même, c'est encore mieux après de les faire bouillir. Mhm. Donc, on les fait bouillir 5-10 minutes à l'eau. Ça va permettre en fait de pasteuriser aussi s'il y a des moisissures et autres de les dégrader. Et après, on met notre mycélium une fois que c'est refroidi avec les tourillons. Ok. Tu parlais tout à l'heure de vos pellets de feuillus. Est-ce que les tourillons qu'on achète dans le commerce au rayon bricolage sont en feuillus ou est-ce que c'est des Il faut voir, en fait, conifères et que ça ne convient pas ou... souvent pour les meubles, on utilise, en fait, il y a différentes choses, mais il y a du hêtre, il y a du pin, et puis après, il y a des bois exotiques. Mhm. Les bois exotiques et le pin, ça convient pas. Ok, Il donc on faut cherche chercher ceux du en hêtre. hêtre. Ouais. Ok. Après, une autre technique, justement, c'est d'utiliser une bûche qui est colonisée par le champignon et de récupérer des morceaux de bois où on voit vraiment le mycélium dedans pour D'accord. aller ensemencer d'autres bûches. Ok. Il y a même des outils qui existent pour aller carotter en fait une bûche, et après ces carottes, on peut les utiliser pour ensemencer d'autres bûches, par exemple. Et façon encore plus flemmarde, je me suis demandé, est-ce qu'on sait venir superposer des rondins neufs sur les rondins colonisés? Et est-ce que le champignon va passer de l'un à l'autre facilement ou Oui, bien c'est possible. Ok, C'est possible. Après, c'est pas garanti, mais en tout oui, cas, c'est une façon de favoriser les choses. ok, Après, il faut savoir que il vaut mieux éviter que la bûche elle soit en contact direct avec le sol, parce que dans la ok. terre, on a plein de champignons, et donc il vaut mieux l'espacer un peu du sol pour qu'elle soit vraiment encore en contact avec notre champignon et pas d'autres D'accord. champignons du sol, quoi. Et les rondins qu'on a inoculés, est-ce qu'on peut les mettre au sol ou bien eux aussi, il vaut mieux les surélever, genre sur des Alors, blocs ou dans des... un premier temps, quand on ensemence les bûches, c'est conseillé d'attendre au moins 3 mois Ok.
sans toucher les sols le temps que le champignon colonise la bûche. Donc typiquement, en fait, on va les mettre soit sur une palette, soit on va par exemple poser deux branches pour les enfin, les surélever un peu Mhm. du sol. Et après, une fois que le mycélium il est vraiment bien dans la bûche, donc ça prend 3, 6 mois par exemple. Ok. Donc si on fait des bûches maintenant au printemps, à la sortie de l'hiver, eh ben, elles vont être prêtes à l'automne. Pour Ok. les pleurotes, on pourra déjà récolter les premières pleurotes à l'automne. Ok. Oui, je me Et suis demandé si j'allais pouvoir déjà profiter des champignons cet automne ou bien ouais, s'il fallait parfois on annonce 12 à 15 mois avant de... ouais, ben, ça dépend des variétés, ça dépend des essences de bois en fait. Donc si on choisit du bouleau et du pleurote, par exemple, ça va aller très vite et déjà à l'automne, on en aura. Ok. Si c'est du chêne, ben, il y a plus de chances que ça soit au printemps prochain, soit Mhm. à l'automne prochain. D'accord. Parce que c'est surtout à l'automne et un peu au printemps. Ok. Alors par exemple pour les pleurotes, une fois qu'elles sont bien colonisées, là on peut les enterrer de 1/3 dans le sol, Ok. parce que le mycélium il est partout. Et le fait que ce soit dans le sol, ben, le mycélium va pouvoir capter l'eau du sol, quoi. D'accord. Pour les shiitakes, on a généralement un autre processus parce que on va tremper les bûches régulièrement dans l'eau. Et en fait, c'est un champignon qui est très sensible au choc physique. Parce que dans la nature, le mycélium colonise la bûche, enfin le bois quand il est Mhm. sur la branche, une branche morte, et il va fructifier quand la branche va tomber par terre, en fait. Donc, il est sensible à ce choc-là, en Ok. fait. Et donc, traditionnellement, ça se fait au Japon depuis des millénaires. En fait, ils tapent les bûches avec des marteaux, justement pour encourager la pousse des champignons. Ok. Et on peut faire ça tous les jours, toutes les semaines Et en fait, bah, ça va permettre de faire 3 à 4 récoltes par an Ok. et de choisir un peu le moment où il va fructifier. Euh, et donc de récolter en fait plus sur une bûche de cette façon-là. Ok. Donc je vois que je commence à être au bout de mon stock de shiitake. Je vais taper sur ma bûche et quelques jours plus Ouais, tard. c'est ça. Alors le Excellent. shiitake, c'est le plus lent parce qu'il prend au moins 18 mois avant de produire ses champignons. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une culture de long terme. Par contre, après, bah, il produit sur une durée d'environ 5 ans sur une bûche. Et au niveau de l'entretien, bah, il faut surtout garantir que c'est humide, Mhm. euh, tremper régulièrement les bûches. Après, si on a la flemme, eh ben, on ne les trempe pas, On les mais arrose c'est juste que ça ou... produira un peu Ok. moins en fait. Mais si on a envie vraiment de maximiser, de récolter plus, bah, c'est mieux de tremper et choquer un peu les bûches. Et alors là, Ok. ça pousse quoi. À quelle fréquence tu dirais? Histoire de pas leur Euh, donner un bain tous les jours, quoi. Mais en fait, de toute façon, quand il fait trop froid, quand il fait, je dirais, quand il fait moins de 5 degrés, ça sert à rien de le faire. Mhm. Mais là maintenant, ici, début du printemps, c'est une super saison. Ok. Après, quand il fait trop chaud et qu'il fait plus de 20 degrés, ils auront aussi du mal. Donc là, il vaut mieux juste les laisser tranquilles, Ok. éventuellement les recouvrir avec un voile, par exemple. Alors c'est mieux de mettre un voile qu'une bâche, parce que la bâche, elle laisse pas passer l'eau. Mhm. Donc Ah oui, oui. si le voile, ça permet quand même, s'il pleut, de laisser passer l'eau et s'il fait vraiment trop sec, d'aller apporter de temps en temps un arrosoir pour qu'elle reste un peu humide, quoi. Ok. Donc mon idée de superposer les rondins n'était pas complètement euh, Oui, ça hors. peut, ben, en fait, c'est les méthodes vraiment ancestrales, c'est comme ça, c'est les premières façons de faire. Ouais. Oui, parce que ça refroidit un petit peu de vouloir développer son autonomie en champignons et de trouver que des vidéos de gens qui s'aspergent pratiquement d'alcool pour être parfaitement stériles. Ouais. Et ça nous a bloqué, nous, au début de notre réflexion, parce qu'on se disait, oui, mais si en fait, on n'est pas capable de prolonger ce cycle et de continuer Mhm. comment dire, le processus au-delà de l'achat, est-ce qu'on est vraiment autonome ou pas? Donc, nous, ça nous a Ben, un en fait, peu oui, bloqué. c'est que quand on produit des champignons de manière commerciale, on doit pouvoir garantir en fait que chaque semaine on ait les mêmes Mhm. quantités. Et aussi, ça veut dire que sur un petit espace, en fait, on va devoir produire une certaine quantité de champignons. Et donc, on va utiliser des substrats qui seront plus riches, où il y aura plus de risques de contamination. Donc, ça veut dire qu'on va devoir travailler de manière plus propre aussi. Mais si on le fait pour soi, on n'a pas forcément le besoin de produire chaque semaine des champignons pour les restaurants ou autres. Mhm. Et on peut accepter une perte de productivité Ouais. ou prendre le risque parfois en fait, qu'il n'y ait pas de champignons parce que ça ne fonctionne pas. Mais donc ça va plutôt être encouragé, enfin, ou travailler avec des substrats qui seront plus pauvres en sucre, mais où il y a peu de risques en fait d'avoir Mhm. des contaminations et autres. Et justement, ça m'amène à une question que je voulais te poser.
la technique du clonage sur carton, là où tu enroules, Ouais. est-ce que le seul vrai risque, c'est que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce qu'il y a des risques que des spores d'un autre champignon se soient retrouvés sur ma pleurote et qu'en fait, je lance un mycélium d'un champignon qui n'est pas ma pleurote? Non, il y a très peu de risques. Ok. Il y a très peu de risques. Et après, quand bien même, alors ce sera plutôt des moisissures en général, ça se verra. Mhm. Ou alors ça se sentira parce que les bactéries ou les moisissures, elles ont des odeurs qui sont assez fortes. Le mycélium de pleurote, il a une odeur assez typiquement fongique, assez un peu amande, sous-bois. Donc une fois qu'on connaît l'odeur, Mhm. c'est très différent des bactéries par exemple. D'ailleurs, quand on entre chez vous, ça sent très bon. Ouais, Il y a ouais. une odeur un peu sucrée comme Ouais. ça. Bah, c'est aussi l'odeur des grains, hein, Ah ouais, ouais. c'est ça. Et oui, alors il y a aussi un autre substrat en intérieur dont on n'a pas encore parlé, c'est le marc de café. Mhm. Et ça revient régulièrement. C'est c'est un substrat qui peut être intéressant parce que souvent on a ça à l'intérieur de chez soi. C'est quelque chose qu'on. L'avantage, c'est qu'il est déjà pasteurisé quand on le sort de la machine. Mhm. Mais le désavantage, c'est que c'est un substrat qui est très riche, justement, Mhm. en azote. Et donc, il y a beaucoup de risques d'avoir des moisissures dessus. Ouais, D'ailleurs, si on oublie un sachet de café pendant 3 jours, il y a déjà des moisissures tout à dessus. fait. Donc, il doit être utilisé très rapidement. Et si on veut l'utiliser pour la culture du pleurote, par exemple, ben, soit on l'utilise le jour même, soit on conserve le marc de café au congélateur, par Ok. exemple. Parce que si on le stocke simplement à l'air libre, il y aura d'autres champignons de moisissure en fait, Mhm. dessus. Et le marc de café tout seul, c'est pas un bon substrat parce qu'il est trop riche en D'accord. azote et il manque en fait de carbone parce que sa nourriture à la base c'est le bois quoi. Ok. Et Donc il donc, faut le on fait un mélange. mélanger avec de la paille ou de la sciure de bois. Ok. Ou du carton, ou bien c'est trop pauvre. Le carton, c'est pas assez riche en D'accord. carbone et Donc, sciure de feuillus et marc de café, ouais c'est par ça, exemple. ouais. Ok. Ou de la paille par exemple. Ou Ouais. des pelets de paille si on. Ouais c'est si on ça, ouais. préfère. Ok. Chouette. Alors, vous pouvez aussi tester de prendre des lamelles de pleurote et de les mettre dans votre marc de café. Et ça peut aussi être une manière de reproduire du mycélium, parce qu'après le marc de Ok. café colonisé, il pourra servir à ensemencer d'autres substrats. Excellent. En parlant des endroits où on peut faire cultiver, enfin où on peut cultiver des champignons en appartement, je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a Corentin et Caroline du Low Tech Lab Ouais. qui sont en pleine expérience biosphère urbaine Mhm. et qui ont des systèmes de culture de pleurote dans leur douche. Mhm. Et je voulais savoir un petit peu si toi tu avais des conseils. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais ou bien est-ce que c'est moi, ma première crainte, ça a été de me dire: «Ah, j'espère que je ne vais pas attirer d'autres champignons dans ma douche en mettant des pleurotes suspendues quelque part». Est-ce que c'est facile de Euh, rencontrer les conditions idéales ou bien. ouais, moi je pense que c'est une bonne technique. Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de la paille avec notre mycélium de pleurote Ok. et ils mettent ça dans des tuyaux. Alors ça peut être différents tuyaux, je ne sais pas où ils ont trouvé leurs tuyaux, mais Mhm. on peut utiliser des tuyaux. À l'intérieur de ces tuyaux, il y a des trous qui sont percés pour pouvoir créer une respiration et après permettre au pleurote de sortir par là. Et alors effectivement, la salle de bain, bah, ça peut être intéressant parce que naturellement, c'est un endroit qui est assez humide. Et alors c'est une question qui revient régulièrement quand si je cultive des champignons, dans ma maison, est-ce ils vont pas s'étendre partout? En fait, il faut se dire que naturellement dans l'air, on a, des millions de spores et on en respire à chaque, respiration, et donc en fait, ils sont là de toute façon. D'accord. Donc si la maison, en fait, elle est, malsaine parce qu'elle est trop humide, ben, en fait, ça veut dire qu'il y aura déjà d'autres champignons. Vous aurez de Ok. la mérule ou autre. Il y a souvent Ouais. d'autres champignons qui sont plus adaptés à pousser dans les maisons que ceux qu'on cultive. Mais donc, c'est pas le petit ballot qui va apporter de l'humidité qui va Ça va. et puis les spores, bah, ils sont là dans l'air de toute façon. D'accord. Oui, donc on ne se retrouve pas avec des pleurotes qui poussent dans les joints, etc. Non. Ok. Euh, Et l'autre chose que je me suis dit, c'est que nous, après la douche, on ouvre la fenêtre pour une aération optimale, pour ne Mmh. pas justement qu'il fasse Ouais, trop c'est ça. humide. Est-ce que du coup, il fera quand même assez humide pour nos pleurotes? Ou bien est-ce qu'il faut que j'en profite pour Faut doucher ma pleurote, enfin ma tour à pleurote quand je prends ma douche ou. Oui, ça peut en fait, parce que les champignons, quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, ils vont pouvoir capter cette humidité dans l'air et après passer par une phase un peu plus sèche où ils vont plus s'évaporer. Mais donc, après, il faut éviter qu'ils soient dans le courant d'air permanent, Mhm. parce que ça, ils aiment pas. Mais, et puis, ils aiment pas non plus être humides en permanence, trempés.
Parce que quand ils sont trempés, ils peuvent pas évaporer. Mhm. Et ils ont besoin de pouvoir évaporer, parce qu'en évaporant, ils vont en fait créer une aspiration dans le substrat et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir prendre leur matière et se développer, en fait. Ok. Et du point de vue de l'ensoleillement, une salle de bain super lumineuse n'est pas un problème pour des cultures de pleurotes dans la Non, bah, douche? s'il y a un soleil direct et que c'est trop asséchant, oui, mais en général, la lumière indirecte, c'est parfait pour Ok, la pleurote. d'accord. Tu as un petit peu déjà répondu à la question, mais si tu devais conseiller un seul champignon pour commencer, qui serait le plus facile, le plus inratable, le moins challengeant? Ouais, bah, ça serait le pleurote. Mhm. Mais après, dans les pleurotes, on a plein de variétés différentes. Oui, je n'arrête pas de dire la pleurote, mais c'est le Ouais, c'est pleurote, ça. En fait, ouais. c'est le pleurote parce que c'est le champignon Ok. pleurote. Mais donc, on a le pleurote gris, le pleurote en huître. En fait, c'est vraiment une variété indigène de chez nous. On a le pleurote pulmonaire aussi, qui va plutôt fructifier en fin d'été. Mhm. Et celui-là, il va pouvoir potentiellement plus pousser sur du résineux. Ok. Donc, on peut faire des essais sur du pin ou autre. Euh, et après, on a des pleurotes plus exotiques, jaunes, roses par exemple. C'est des variétés qui sont pas indigènes de chez nous, mais elles vont fructifier à des températures plus élevées, donc autour de 20-25 degrés par exemple. Après, le pleurote jaune, il peut résister au gel. Le pleurote rose, lui, il va mourir en dessous de 8, voire 4 degrés. Ok. Donc, si on veut le faire pousser au jardin, c'est pas la meilleure variété, mais on a aussi du pleurote blanc. Donc, il y a plein de variétés de pleurotes différents et qui vont fructifier à des moments différents de Ok. l'année, quoi. Ok, super. Euh, une question que se posait principalement Bérangère, et je la trouve assez sensée. Euh, est-ce qu'il y a un gros avantage à manger des champignons cultivés plutôt que des champignons cueillis, selon toi? Alors, ben, en fait, les champignons, quand ils sont cueillis dans la nature, le risque quelque part, c'est qu'on ne sait pas en fait la qualité du sol, parce qu'on peut avoir typiquement des métaux lourds, par exemple, qui se trouvent dans le sol, et une particularité des champignons, ça va être d'accumuler des éponges justement au niveau des métaux lourds. Il y a d'autres pollutions qui vont pouvoir justement décomposer, donc c'est des dépollueurs en même temps. Mais les champignons de la nature, on ne sait jamais la quantité de métaux lourds qu'ils peuvent avoir, et donc ou radioactivité, heureusement chez nous pas trop, mais on ne sait jamais. Mhm. Tandis que quand on utilise de la sciure de bois ou de la paille et qu'on connaît la provenance, en fait, ben, on sait plus garantir que il n'y a pas de pollution dedans, quoi. Et donc c'est d'autant plus important de bien choisir son substrat, puisque toutes les éventuelles saloperies qu'il pourrait contenir se retrouveront pompées par le champignon. Oui, alors soit pomper, soit décomposer, quoi. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a justement pas mal de champignons qui peuvent décomposer des produits, même certains pesticides, en fait. Il y a même des champignons qui sont capables de décomposer les chaînes de carbone, les produits issus du pétrole, qui sont en fait des longues chaînes de carbone. Donc, eux, ils décomposent avec leurs enzymes et ils la rendent OK pour l'environnement. Parce qu'en fait, ce qui fait la pollution, c'est justement la longueur des chaînes de carbone. Ok. Et donc, c'est là où c'est des dépollueurs. Après, les métaux lourds, c'est vraiment c'est le principe le plus petit qu'on ne sait pas décomposer. Et donc, ça, il aura plus tendance à l'accumuler dans ses fruits, en fait. Ok. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui voudraient se lancer et qui hésitent de peur de pas réussir ou de pas avoir les conditions idéales ou que ça prenne trop de temps? Tu peux peut-être les rassurer? Oui, bah, en fait, alors je pense qu'il y a différentes manières d'entrer dans la culture des champignons. On peut commencer le plus simple avec un ballot prêt à pousser. Et puis après, l'étape d'après, c'est de faire soi-même ce ballot-là. Et puis après, en fait, c'est un peu de chipoter, de ne pas avoir peur, de faire des petites expériences, justement en déchirant des chapeaux de pleurote, en essayant différents substrats. Parce que en même temps, bah, ça peut être intéressant et c'est aussi une façon d'entrer en contact avec justement le troisième règne qui est encore différent des animaux, des végétaux et qui est en fait beaucoup plus méconnu, Mhm. mais qui est vraiment fondamental à la vie sur Terre, quoi. Ok. Je pense à ça parce que quand on se lance dans une boisson kombucha ou kéfir avec de nouveau un autre type d'être vivant dont il faut s'occuper, euh, il y a une part de stress qui est cette chose n'est pas inerte, c'est vivant, Mhm. ça va avoir besoin de soins,
Est-ce que je suis capable d'apporter à ce kombucha ou à ce champignon l'attention et le soin nécessaires? Est-ce que ça nécessite beaucoup de connaissances pour commencer, ou bien le ballot tout fait dont tu parles est déjà une façon assez simple Oui, de se ben là, lancer? c'est un ballot prêt à pousser, c'est très simple. Parce que, bon, il y a déjà les étapes qui ont été faites avant, mais même la culture des pleurotes, il y a rien de très compliqué, en fait. Ok. Mais c'est beaucoup de petits détails. Et puis après, en fait, c'est un peu comme, comme on a la main verte, ou on développe la main verte, par exemple, à force de voir des plantes pousser, ben, on va comprendre en fait que si ces feuilles elles sont comme ça, c'est qu'elles manquent d'eau, par exemple. Ben, on va aussi pouvoir développer une sorte de main fongique en comprenant, en développant un peu un sens de compréhension. Mais les principes, une fois qu'on comprend les principes, eh ben, il y a moyen de s'entraîner et de. Ok. c'est- Je pense que c'est assez accessible. Ok. Et à la fois, ça peut être récompensant parce qu'on peut produire de la nourriture de qualité, revaloriser certaines matières comme la paille ou le marc du café. Et en même temps, bah, ça peut être très chouette à faire aussi. Super. Un super grand merci pour la visite et pour toutes les explications, et de ne pas avoir été avare en conseils pratiques. J'avais peur que peut-être ça te dérange de parler de certaines techniques de production du mycélium, de reproduction, de clonage, euh, en me disant que c'était peut-être te demander des secrets, mais ça n'a pas l'air du tout d'être un blocage pour toi, donc c'est super. Non, bah, il y a pas de. En fait, c'est marrant parce que les champignons, c'est souvent lié au secret, en fait. Il y a fort le culte du secret. Je Ouais. garde mes spots, je garde mes secrets. En fait, toutes ces informations-là, aujourd'hui, elles se trouvent sur Internet. Et moi, c'est en commençant à m'intéresser aux champignons que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Mhm. Et plus je partage d'informations, plus j'en reçois aussi en retour. Et donc voilà, en fait, moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secrets à avoir là-dessus. Et au contraire, si les gens peuvent se mettre à cultiver des champignons grâce à ça, ben, c'est avec plaisir, quoi. Super. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Chouette. Encore un grand merci à Quentin pour son accueil et son temps. J'espère que tout comme moi, vous avez adoré cette immersion au pays de la culture des champignons. Pour découvrir comment j'ai inoculé des bûches avec du mycélium sur cheville de bois, je vous donne rendez-vous dans cette autre vidéo et je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!